cette émotion, à chaque fois qu'on revient sur un chantier qui évolue sur chaque phase, à chaque fois qu'on retourne sur un projet qui est terminé et qui vit, voilà, c'est ça qui génère mon envie quotidienne de faire ce métier. Je m'appelle Surya Sukhasum. Je suis né à Luang Prabang au Laos en 1978. Je suis architecte. Je m'appelle Perrine Ernest. Je suis née le 12 janvier 1984 à Liège. Je suis architecte. Donc Bourguignon Nicolas. Je suis né à Verviers le 11 décembre 1979. Je suis architecte. Je travaille depuis 2004 comme architecte. J'exerce ce métier depuis 2007. Depuis 2004. Je pense que ça s'est fait en 3 temps. Le premier temps, c'est l'enfance. Je dessine depuis toujours, en fait. Je ne me rappelle pas une journée où je ne dessinais pas. Mes parents étaient très sévères, donc on n'avait pas beaucoup de jouets. Par contre, on avait autant de feuilles, autant de crayons qu'on voulait. Donc, quand il s'agissait de s'évader, de se raconter des histoires, on le faisait en dessinant. Et alors, j'avais un grand cousin aussi qui dessinait très très bien, qui était mon idole à l'époque, et qui m'a tout de suite sensibilisé à la bonne proportion des choses, au bon trait. Il dessinait des vaisseaux spatiaux, c'était incroyable, et il savait déjà de les dimensionner, dire combien de mètres il faisait de long, combien de personnes on pouvait mettre dedans, et je pense que ça m'a vraiment influencé dans ma manière d'être. Je n'ai pas de souvenir précis du moment où j'ai fait ce choix. Ça doit venir du fait que depuis toujours j'ai été très intéressée par les questions de l'habiter, d'habiter en espace. Je veux dire, en même étant enfant, dans mes jeux d'enfant, je me rappelle avoir beaucoup joué avec des Playmobil, des Lego, mais toujours à l'échelle de l'habitation. Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, dessiner des lieux de vie, imaginer. Et voilà, même par rapport à mes goûts artistiques, je crois que j'ai fait beaucoup de théâtre et de danse, et je crois que la manière dont on occupe un espace en tant que personne, habiter un lieu, un espace, ça m'a toujours intéressée. Ensuite, le deuxième temps, c'est à l'adolescence. J'aimais beaucoup les maths, mais j'ai découvert quelque chose de magique en 3e secondaire, c'est les équations. On avait un professeur vraiment très sévère, très enthousiaste. Je me rappelle encore de sa première démonstration sur les équations. Il a rempli 2 tableaux noirs entiers pendant 2 heures. Personne ne parlait et on entendait les mouches voler en classe. J'avais été vraiment impressionné par la manière dont on pouvait aborder une équation, résoudre les choses, éliminer les inconnus. Ce que j'ai l'impression de faire aujourd'hui, en fait, depuis toujours, c'est qu'au final, le métier d'architecte, c'est de devoir réaliser des choses et de résoudre des équations au quotidien et de lever des inconnus pour aboutir à un projet construit. Ma mère m'a emmené un jour, après un échec cuisant en biologie à l'université, où j'ai pu appréhender les choses de la vie plutôt festive. Elle m'a dit, j'en ai porte ouverte à Saint-Luc, on va aller voir ensemble. Et puis j'ai vu qu'il y avait des maquettes, qu'il y avait des trucs, production qui semblaient en tout cas plutôt cool sur le fond. Et j'ai commencé et je ne me suis plus jamais arrêté. Le 3e temps, c'est en 2e année de Candie, en fac d'archi. À l'époque, on n'avait pas Internet, et donc pour trouver des références d'architecture, il fallait se déplacer dans les bibliothèques et fouiller dans les rayons. Et là, j'ai découvert le travail d'un ex-boxeur japonais qui s'appelle Tadao Ando. Au-delà de ses œuvres, ce qui m'a vraiment beaucoup plu et marqué, ce sont les textes critiques qui accompagnaient souvent ses œuvres. Beaucoup de gens ont écrit sur lui et sur la manière dont il regarde l'architecture comme une composante vraiment de la société, réflexion sur la condition humaine et surtout son travail réflexif sur la philosophie et la spiritualité. C'est ce que j'ai l'impression qu'on fait aujourd'hui. En fait, je continue à dessiner, à résoudre des équations et surtout à essayer de donner un sens à tout ça. Après, aux études, là, j'étais confrontée à l'autre dimension, c'est-à-dire l'inverse. Je pense que j'étais entrée dans le parcours des études d'architecture en vraiment en voyant l'habiter depuis l'intérieur, sans avoir nécessairement réfléchi peut-être à la dimension de l'extérieur. Et voilà, et forcément, quand on étudie l'architecture, on conçoit aussi les deux, parce que les deux vont de pair, mais la manière dont on va construire un espace dans la forme qu'il prend par rapport à un extérieur.
Et en fait, je pense que c'est cette confrontation entre ces deux manières de voir les choses et comment on arrive à faire en sorte que quelque chose qui puisse être un espace habité soit aussi intéressant de l'extérieur. Je crois que c'est ça qui m'intéresse. On a toutes sortes de commandes, mais je crois qu'on a une sensibilité, enfin en tout cas moi j'ai une sensibilité particulière pour vraiment le logement, l'habitation. Je crois que c'est quelque chose qui nous parle et on travaille beaucoup en commande privée. Donc voilà, on a une espèce d'attention comme ça qui est toujours portée sur le dialogue avec nos clients. Je crois que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Voilà, et on a d'ailleurs tout plein de petites mécaniques comme ça qu'on met en place pour dialoguer avec eux. On travaille beaucoup les diagrammes, on trouve que c'est un outil vraiment intéressant pour à la fois communiquer avec nos clients, mais qui sont aussi des outils pour communiquer après avec l'urbanisme, et même pour nous. On essaie de toujours pouvoir synthétiser notre travail et c'est une sorte de garde-fou. Même quand le projet évolue, ça nous permet toujours de nous recentrer. Et je crois que notre production architecturale est quand même vraiment empreinte de ça, de la personnalité de nos clients qui transparaît. La part de conception de l'espace, en fait, c'est la chose de dessiner un espace, de concevoir techniquement, de lui donner les couleurs, la matière, et de pouvoir, je dirais, contrôler du premier coup de crayon jusqu'à la dernière vis, la qualité du projet en passant par le détail, l'acte de construire, et puis l'émotion, cette émotion, à chaque fois qu'on revient sur un chantier qui évolue sur chaque phase, à chaque fois qu'on retourne sur un projet qui est terminé et qui vit. Voilà, c'est ça qui génère mon envie quotidienne de faire ce métier. Après, je pense qu'on essaie toujours aussi d'apporter un maximum de qualité aux espaces qu'on conçoit, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Je pense qu'on a quand même une sensibilité, un amour pour la volumétrie, la répétition, enfin toute une série de manières de composer les volumes, les façades, l'architecture qui est presque de l'ordre du jeu. C'est quelque chose qu'on aime bien et voilà, on essaie que l'espace soit vraiment qualitatif et qu'en plus il y ait toujours ce côté un peu composé, géométrique qui nous inspire. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place pour les jeunes bureaux. Les beaux projets se concrétisent, que le niveau d'exigence est déjà très haut et qu'il faut continuer à l'être. Car aujourd'hui, on ne juge plus un produit fini, on juge vraiment une démarche, une pratique. C'est limite plus important la manière dont on aborde les projets que le produit fini en lui-même. Les enjeux, ils sont multiples. Je crois qu'il y a un enjeu évident, c'est cette espèce de capacité à pouvoir faire en sorte que les nouvelles constructions seront autonomes. Vraiment, je crois que c'est quelque chose que nous, on étudie depuis longtemps. C'est comprendre comment est-ce que l'autonomie va non pas seulement impacter juste, je dirais, l'aspect technique, mais va impacter finalement la manière de vivre et la spatialité. On revient sur des schémas qui sont plus compacts, où on va essayer de maximiser les espaces de vie plutôt que de dépenser des espaces sans compter. Et ça, je dirais, ça c'est évidemment à l'échelle cellulaire. On va forcément devoir faire face à pas mal de défis, puisque on connaît l'urgence climatique, le fait que à chaque geste qu'on pose, à chaque fois qu'on construit, c'est des ressources qui sont utilisées. Donc à la fois se pose la question de la rationalisation, donc l'importance d'utiliser les ressources à bon escient et pour d'utiliser le bon matériau au bon endroit, en bonne quantité. Donc tout ça c'est important, mais je pense qu'au-delà de ça, d'un point de vue de la société, c'est important aussi de rendre les lieux de vie, et on parle des logements, mais on peut parler des lieux de vie, des lieux de travail. Enfin, il y a vraiment les lieux de vie au sens large, les rendre quelque part plus solidaires et réinventés et plus polymorphes,
pouvoir les rendre plus évolutifs aussi. On se rend compte que les familles évoluent, elles ont toujours évolué, mais aujourd'hui c'est peut-être plus assumé. Et se dire qu'il faut peut-être se demander comment les espaces qu'on construit peuvent répondre à ça. Dans la gestion des territoires, dans les capacités du pouvoir public à fédérer et donner des exemples en termes de développement durable, en termes de bâtiments autonomes, il y a une nécessaire, je dirais, remise en question sur le territoire, sur la territorialité des projets. Et donc ça veut dire que si on développe aujourd'hui des quantités de mètres carrés de bureaux ou de logements, il faut le faire, je crois, vraiment en réelle adéquation avec le territoire, avec le lieu dans lequel on va finalement induire ces nouveaux schémas. Et pour que ça fonctionne, il faut vraiment réussir à avoir une vision globale, une vision de projet, une vision à 30 ans. Là-dessus, il y a vraiment un enjeu qui est colossal. Aussi, requalifier les villes, reconstruire la ville sur la ville. On parlait de l'étalement urbain tout à l'heure, et c'est vrai que voilà, il y a des tas de conséquences qu'on perçoit depuis longtemps, mais dont on commence maintenant à subir les conséquences sur le fait d'imperméabiliser les sols, d'étendre toujours les villes un peu plus loin, alors qu'il y a vraiment des solutions à trouver pour que la vie en ville ne soit pas une punition, pour rendre la vie en ville agréable. Et voilà, ça passe par des initiatives privées, par des initiatives publiques, et heureusement, je crois qu'on est dans un moment où tout le monde s'en rend un peu compte. Et voilà.